ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je suis chez Transfert, mon partenaire digitalisation, et je reçois aujourd'hui Florence Garnier. Florence, merci de nous rejoindre. Merci à toi, c'est un vrai honneur que tu me fais de m'inviter sur ce tournage. En tout cas, c'est un vrai plaisir de te recevoir. Alors Florence, pédigré très intéressant parce que aujourd'hui elle travaille pour sa propre société, SP Carré. Tu vas nous expliquer après ce que c'est exactement. Mais on s'est rencontrés dans le cadre de tes missions à la Fédération de natation, où tu travaillais comme ingénieur de performance pour le service optimisation de la performance. Optimisation Ingénieur de la performance. recherche. C'est comme ça qu'il s'appelle, le service optimisation de la Voilà. perf. C'est vrai que la Fédé de natation, historiquement, était très investie sur les sciences du sport appliquées au terrain. Ça fait partie des fédés avec le ski, embrayé très très vite on pourrait citer le rugby aussi. Je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais en tout cas, c'est des fédés qui, historiquement, étaient très à jour des nouvelles recommandations de l'Agence nationale du sport, là, qui demande à tout le monde de faire un peu ça. Oui, la fédération a développé son service d'optimisation de la performance, alors qui s'appelait à l'époque études, recherche et optimisation de la performance, dès 1996. Waouh, vous étiez les premiers, je pense. Pas loin, je pense. Voilà, pas loin. C'était une vraie demande de la part des entraîneurs à la base, qui voulaient avoir des informations sur ce qui se passait en compétition. Les Russes avaient commencé déjà depuis une bonne quinzaine d'années, mais avec les moyens technologiques de l'époque, à faire des évaluations de course. Et puis, ça a intéressé un petit peu la Fédération de natation, qui, au début des années 90, a monté un partenariat avec l'Université de Lille, à l'époque. Donc ça aussi, c'était un partenariat université-fédération. C'était très innovant. C'était très innovant. Et à partir de 1996, le docteur Philippe Hellard qui a pris la direction du service optimisation de la performance, qui a été probablement un des meilleurs services d'optimisation de la performance en natation, en tout cas au monde. C'est vrai qu'on a vu quelques travaux, même si certains n'ont pas forcément sont restés un peu confidentiels. On a vu quelques travaux particulièrement remarquables sur la gestion de la charge. En plus, c'est intéressant, la natation bénéficie de volumes hyper importants d'entraînement, donc ça permet aussi de moduler et d'observer plein de choses qu'on peut moins observer dans certains sports beaucoup plus explosifs, beaucoup plus courts. Super. SP Carré, du coup, nouvelle aventure un peu plus perso, où tu développes ta vision de l'ergonomie, de la performance et puis de la prévention aussi. Ça veut dire quoi, SP Carré? Oui, SP Carré, c'est un mix entre des domaines qui m'ont toujours passionné, le sport performance et la santé prévention. Pour la petite histoire, moi j'ai fait une filière, un cursus STAPS, et j'ai une spécialité en fait ergonomie du mouvement humain en réhabilitation fonctionnelle. Donc en fait, ma vraie spécialité avant de faire de l'ergonomie sportive en fédération, c'était d'aider des personnes en situation de handicap, physique, moteur principalement, à retourner chez eux dans des bonnes conditions, à avoir un domicile adapté à leurs problématiques motrices qui peuvent être perturbées. Et donc voilà, c'était ça ma formation initiale. Bon, à l'époque, quand j'ai été diplômée, c'était un peu l'ergonomie, on ne connaissait pas. Et donc, je me suis tournée un peu plus vers le sport. Je suis revenue plutôt sur le sport, sur la natation, qui est mon sport de prédilection. Et voilà, tout s'est enclenché, la fédération. Et voilà. Et j'avais eu envie quand même, là, depuis quelques mois, au bout de 10 ans, 10 ans de fédération de natation, j'avais eu envie de revenir un petit peu à ces problématiques de santé, de prévention. On comprend, c'est dans l'air du temps. C'est vrai que surtout en ce moment, oui. Le sport santé a vécu un accélérateur comme beaucoup de choses cette dernière année avec le Covid. Mais effectivement, avant ça, déjà, on sentait les prémices du sport santé structuré. On n'est pas encore là, c'est en train de doucement avancer. Le sport sur ordonnance, tout ça qui commence à nous arriver. On commence à se rendre compte que le sport, c'est effectivement, le sport, c'est la santé. Si c'est bien fait, si c'est bien pratiqué, intelligemment,
Et le sport, c'est pas que du sport, quoi. Et avec des nouveaux juste du métiers qui sport. vont apparaître et qui vont se développer, et puis des secteurs. Alors effectivement, SP au carré, c'est pas un hasard, c'est qu'effectivement, de plus en plus, on a des sous-secteurs dans nos métiers, que ce soit les métiers d'ingénierie, de sport scientist, de préparateur physique, préparateur mental. On se rend compte de plus en plus que on va avoir de la réathlétisation, de la prévention, de la performance, que tout ça fonctionne bel et bien ensemble, mais qu'il y a des chemins et des méthodes qui sont de plus en plus spécifiques à chacun de ces secteurs-là. Aujourd'hui, on va parler de prévention, d'ergonomie et de prévention. Et donc là, je me doute que entre ce que tu as pu expérimenter sur les sportifs de haut niveau, que tu continues à leur proposer aujourd'hui, et ton parcours de formation, tu as des choses à partager avec nous sur l'optimisation de la prévention. Oui, sur l'optimisation de la prévention, en lien avec la performance, bien évidemment, on a tendance, et surtout un petit peu dans le milieu de la natation, justement, à avoir des charges, comme tu disais, des charges d'entraînement très élevées. On est encore dans... Il y a beaucoup de clubs qui sont encore dans cette réflexion un petit peu ancienne et empirique, de dire en natation, il faut nager beaucoup, beaucoup, mais il faut nager intelligemment surtout. Et il faut nager, il faut pas nager comme une brute. Quand on fait une charge trop importante, on met à mal son corps et on a tendance à l'oublier dans certaines disciplines, qu'un mouvement, quel qu'il soit, doit être maîtrisé, contrôlé et doit être retravaillé perpétuellement. On a une certaine habitude, surtout sur ces sports cycliques. Un nageur, il fait, au cours d'une année, il fait combien de cycles de nage? Ouais, c'est vrai que vous comptez beaucoup. Hein. On les compte beaucoup, mais au bout d'un moment, on arrête de compter quand même parce qu'on arrive à des dimensions assez importantes. Et il y a des défauts qui viennent. Et si le nageur ne repense pas perpétuellement à son mouvement, à ce qu'on a pu lui détecter comme défaut technique, il met ses articulations en difficulté, il met ses muscles en difficulté. C'est comme ça qu'apparaissent les blessures, les tendinites de l'épaule, la fameuse tendinite de l'épaule du nageur. On est sur des contraintes mécaniques qui sont liées à la fréquence d'application du mouvement et à la... Oui, c'est-à-dire qu'en tout cas sur la natation, on n'a pas de contact, on n'a pas de choc, on est sur un sport porté. Mais par contre, la contrainte mécanique du cycle qui est produit, reproduit, surproduit, effectivement, c'est ça qui crée les tensions potentielles sur les épaules, les genoux, les hanches. Mais ça vaut sur les autres sports. Moi, c'est vrai que je parle beaucoup de sports aquatiques. En water polo, nos poloistes qui font du rétropédalage encore et encore et encore. On a certains athlètes, et même en équipe de France, des athlètes qui ont à peine 30 ans et qui doivent se faire opérer, voire poser des prothèses de hanche. Est-ce qu'il n'y a pas un non-sens. Un problème, voilà. Alors, c'est vrai que je voudrais juste ouvrir une parenthèse pour que les gens qui nous regardent ou nous écoutent prennent la mesure du volume d'entraînement qui est pratiqué. La natation, ça fait partie des champions. On pourrait citer des sports cousins comme le triathlon. Je ne rentre pas dans les Ironman et Ultra Trail, etc., où on a évidemment par essence des gros volumes d'entraînement. Mais on peut raisonner sur d'autres sports olympiques. On a une culture en France malgré tout du bachotage, du tonnage important. Même dans les sports à dominante explosive, on s'entraîne plus que dans certains pays, même en haltérophilie, plus que dans certains pays en judo par exemple, où on a une culture du 10 combats, qui est totalement différente de ce que j'ai vécu moi en Russie par exemple. J'en reparlerai peut-être un petit peu plus tard. Je me rappelle de cette présentation qu'avait fait l'entraîneur du cercle des nageurs de Marseille à l'INSEP, Romain Barnier, qui comparait statistiquement le nombre de médaillés olympiques et mondiaux qui s'entraînaient sur un registre à faible volume
et ceux qui s'entraînaient sur un registre à volume important. Donc en décrivant qu'il y avait vraiment une double approche aujourd'hui dans la natation mondiale. Et la conclusion était, alors pour moi elle était double. La première c'était que même ceux qui sont sur des faibles volumes s'entraînent énormément. Ça c'est bon, c'est ma vision de l'extérieur. Mais au sein de la natation, il faut savoir qu'on était presque du simple au double de mémoire en termes de volume annuel, de miles annuels. Et la deuxième conclusion, c'était que finalement, il y avait le même nombre de médailles qui étaient issues des deux systèmes. Donc déjà, ce qui est intéressant de retenir, c'est que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on produit des champions, les deux fonctionnent. Voilà. Donc après, les arbitrages, ils vont être plutôt en fonction des profils individuels et des besoins et sensibilités de l'athlète et de ce que tu décris, c'est-à-dire de la gestion de la contrainte mécanique. La deuxième clé, c'est la connaissance aussi parfaite du corps humain en termes mécaniques et la connaissance des éléments qui vont permettre à son athlète de performer sans dénaturer. Alors, il faut lui apporter des connaissances sur son corps, mais il faut lui faire confiance aussi à lui aussi. Je ne sais pas si je suis extrêmement claire là-dessus, mais l'entraîneur connaît le corps, connaît la mécanique, il a été formé pour ça. L'athlète connaît son corps. Et sur des sports tels que la natation, c'est absolument essentiel parce que c'est un sport de sensation, un sport de feeling, et on retrouve ça effectivement aussi en ski, sur tous ces sports de glisse, de sensation, où il faut savoir connaître la mécanique du corps et connaître la mécanique de son corps. Voilà. Ouais, c'est essentiel. C'est vrai que les gens qui nous écoutent ne sont pas tous nageurs. Moi, j'étais un peu nageur, tu sais ça? Ah non, je ne savais pas. Tu sais pas? Ah non, je savais pas. Je faisais le papillon, moi. J'ai nagé beaucoup au lycée, j'ai fait les compétitions jusqu'à l'université. J'ai fait compétition universitaire. Un point commun, j'étais papillonneuse aussi. Je faisais alors plutôt le sprint, j'étais sur 100 mètres. Et c'est un sport de glisse. C'est un sport de glisse. Et du coup, effectivement, la comparaison avec le ski ne me surprend absolument pas. Ça pourrait surprendre peut-être des gens qui nous écoutent. Et pourtant, le rapport à la sensation de glisse est évident quand tu commences à maîtriser techniquement. Voilà. Et du coup, la notion de sensation de glisse, comme tu dis, va être intimement liée aussi à la notion de sensation de son corps, comment l'athlète arrive à sentir si son épaule est bien positionnée, si sa hanche est suffisamment tournée. Et ça c'est vraiment essentiel à prendre en compte. Et c'est essentiel à prendre en compte aussi pour l'optimisation de la performance et aussi pour la prévention. Parce qu'on peut avoir tendance à dire, les principes biomécaniques sont de dire que l'épaule, le coude et la main doivent être parfaitement alignés à tel moment. Sauf que l'athlète, il a la sensation de savoir s'il fait ce mouvement-là, il sait si ça va lui aller ou si ça ne va pas lui aller. Il sait si ça... Le corps, en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'intelligence du corps. Le corps va savoir si ce mouvement risque de le blesser ou pas. Donc, il faut aussi écouter son athlète. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vraiment une discussion. C'est vraiment un aller-retour alimenté par la technologie et par la science. On en parlera après. Les outils qui vont nous permettre de rationaliser un peu cette discussion. Mais à la base, ça reste un feedback, une discussion et un aller-retour entre l'expertise de l'entraîneur et l'œil externe de l'entraîneur et l'expertise, qui est une autre expertise de l'athlète et son œil interne cette fois-ci, pour trouver le juste mouvement, pour trouver la juste charge. C'est vrai dans les sports de glisse, c'est évident dans les sports de glisse, mais c'est vrai dans tout en fait, c'est vrai dans la préparation physique. Quand on coach un squat ou un kettlebell press par exemple, il n'est pas rare d'avoir des entraîneurs qui se battent, qui s'affrontent sur le positionnement des pieds, sur la force de rotation, le torque, comme on dit, le couple de force qu'on appelait, la force, l'intention de visser le pied ou pas au sol, le grip qu'on va mettre au sol, enfin tout un tas de détails techniques, le couloir de poussée. Mais en fait, il n'y a pas une vérité absolue.
enfin, certains en sont convaincus, moi je suis convaincu du contraire. Je pense justement qu'il faut trouver le juste mouvement, il y a des invariants, mais au milieu de tout ça, il y a des variations personnelles, interindividuelles qui sont fortes et qu'il faut explorer d'abord par la discussion, par l'échange. Exactement. J'ai eu la chance, il y a 2 ans maintenant, de partir en stage avec l'équipe de France de natation en Turquie. Et on était sur le lieu d'entraînement de Chad Leclos, qui s'entraîne donc avec James Gibson en Turquie. Et Chad Leclos donc, est un multiple recordman, champion du monde et champion olympique, enfin, médaillé olympique en tout cas, en natation en papillon, décidément. On y revient, c'est le thème du jour, le papillon. Chad Leclos est sud-africain et donc il a évolué en Afrique du Sud et on discute de choses et d'autres. Moi j'étais avec l'équipe de France, je faisais des vidéos, donc je ne me suis pas gênée effectivement pour faire un petit peu d'espionnage industriel, comme on dit, et de faire quelques vidéos, mais en accord évidemment avec eux, puis qu'on a visionné et on discutait. Et donc James Gibson me dit, donc Chad, malgré son palmarès, n'avait jamais fait de travail vidéo avant d'arriver à s'entraîner avec James Gibson. Incroyable. Incroyable. On regarde un petit peu les vidéos, puis je dis, mais petit décalage des épaules, enfin, je commence à apercevoir quelques petits défauts techniques. Et Chad me dit à ce moment-là, oui, mais si je réaligne mes épaules, je sens que je ne serai pas capable de garder mon bassin, lui, aligné. Et effectivement, on s'est amusé un petit peu, du coup, il s'est amusé à essayer de le faire, et effectivement, il avait raison. Il n'arrivait pas. Et j'ai eu quelques échanges avec James Gibson par la suite, quelques mois plus tard, et il avait réessayé, enfin, il essayait de le faire régulièrement. Il n'y arrivait pas. Le fait d'aligner ses épaules, il avait le bassin qui se tournait dans l'autre sens. Et du coup, son ondulation perdait en performance. Et du coup, au cours de la conversation, je lui dis, bon, du coup, effectivement, théoriquement, le principe biomécanique dit que bien à plat. Maintenant, tu n'es pas sûr de gagner en performance. Et par contre, tu es à peu près sûr que tu vas te faire mal au dos. Que ça va te dérégler. Voilà, que ça va te faire mal au dos, puisque ça fait 20 ans, 25 ans que tu nages comme ça. Et donc, tu t'es musclé en conséquence. Et donc, si maintenant, en plus, on ne va pas se mentir, il est quand même un peu en fin de carrière, Chad. Excuse-moi, Chad. Tu sais que je t'adore. C'est la deuxième partie de carrière. C'est la deuxième partie de carrière, on le sait bien. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. C'est-à-dire que faire des modifications techniques qui risquent de trop perturber le nageur, est-ce que ça vaut le coup, forcément, quand on est un peu en fin de carrière, ou est-ce qu'il vaut mieux rester sur ce qu'on a acquis, ne pas prendre le risque de le blesser, surtout. Ne pas prendre le risque de le blesser, parce que notre athlète qui s'est musclé en fonction de son activité, si on lui change, mais des fois de 1 cm, c'est pas grand-chose, ça le dérègle et on prend là le risque, on prend un vrai risque qu'une blessure apparaisse. Bien sûr. Parce qu'il avait travaillé, il avait senti ses sensations en fonction de ce que son corps était capable de faire. Donc il avait bien fait, visiblement, vu la carrière qu'il a eue. Autour de ça. Voilà. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand la Formule 1 est réglée et qu'on a trouvé un... Il avait trouvé ses solutions en fonction de son propre corps. Il ne faut pas chercher toujours à tout rééquilibrer ou tout régler, surtout sur des athlètes accomplis. Alors le préparateur physique qui est en moi, là, essaye de sortir, là, de se transformer en Super Saiyan pour dire oui, mais attends, on peut quand même tester le mouvement. Si ça se trouve, il a une vraie raideur ou une vraie faiblesse à un endroit qui ne demande à l'inverse qu'à être corrigé, qu'à être modifié. Et ça n'est peut-être pas un problème technique, mais peut-être un problème physique. Je donne un exemple. Quand on travaillait à la cellule de recherche du volleyball avec Laurent Delacour, qui lui par ailleurs était entraîneur de volley en plus, donc il y avait la double lecture que je n'avais pas. On est au pôle national féminin, donc ce qui se fait de mieux en termes de volley français féminin chez les jeunes. Et on a une passeuse qui est incapable de faire une passe assez simple,
en hauteur, elle n'arrive pas à prendre le ballon bien au-dessus de sa tête. Et du coup, au lieu de se positionner grâce à ses épaules, elle compense énormément avec les lombaires. Et résultat des comptes, elle fait une passe merdique systématiquement et imprécise. Et donc les entraîneurs sur place redoublaient d'ingéniosité. Là, ils n'avaient pas le problème de Tchad, c'est des jeunes, donc on peut encore les... On en fait ce qu'on veut. Entre guillemets, on fait ce qu'on veut avec des jeunes. Comme dans Danny the Dog, tu sais, plus on les prend tôt, et plus le potentiel est infini. Et ben, du coup, là, ils étaient secs. Tous les élastiques, toutes les variables didactiques, tous les points d'ancrage visuel qu'ils utilisaient, tout était tenu en échec. Et là, Laurent dit, attends, on peut la prendre sur le côté, là. Donc on l'a sorti du jeu, on l'a testé sur un test simple de raideur de grand dorsal. Bingo. Ultra raide du grand dorsal. On fait 3 gris-gris avec un rouleau de massage et un bâton pour les tirer. Bam, la passe est déverrouillée. On était sur un problème purement physique. Et pour moi, c'est là un peu que l'ingénierie doit venir s'intercaler dans la discussion informelle et essayer d'obtenir du rationnel pour essayer de trouver des solutions. Ouais, il ne faut pas rester enfermé dans son domaine. Ouais. Il faut pas que l'entraîneur, alors je ne veux pas être donneuse de leçons du tout, hein, mais il y a un proverbe tibétain qui dit, il y a un proverbe tibétain qui dit, si nous avons chacun un objet et que nous les échangeons, nous avons chacun un objet. Si nous avons chacun une idée et que nous les échangeons, nous avons chacun 2 idées. Tout ça pour dire que l'échange, la verbalisation, ça peut être la clé aussi pour trouver des solutions. Ne pas rester dans son domaine et dire moi j'ai épuisé toutes mes solutions, je ne sais pas quoi faire, et tant pis, on fait avec. Non, parlons, allons voir effectivement des préparateurs physiques, des ergonomes, des ostéopathes, des kinés, et tous ensemble, il y en a peut-être un qui va avoir un semblant d'idée, et puis l'autre va rebondir, et on peut trouver une solution. Oui. Alors justement, quels sont les outils que toi tu utilisais et que tu utilises encore quotidiennement pour enrichir ta vision, pour alimenter ton conseil en prévention et comment régler justement l'ergonomie sportive, alimenter ton ergonomie sportive grâce à des outils, des techniques peut-être que tu as développées au fil des années et que tu utilises encore aujourd'hui? Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Il y a un outil, moi, que j'utilise énormément et en tout cas, je trouve qui est très, très intéressant, c'est tout ce qui va être bioimpédance-métrie. Intéressant. Ouais. On avait un partenariat quand j'étais à la fédération avec une société qui s'appelle... Enfin, c'est pas vraiment un partenariat, mais on avait acheté du matériel, un boîtier Z-Metrix. Okay. De chez Bioparome. Je crois que maintenant la Fédération de natation est en partenariat avec Tanita.
Mais nous, on utilisait beaucoup le Z-Matrix. Et quand je l'emmenais partout, mon Z-Matrix. Oui, c'est ça, le Z-Matrix qui a la particularité d'être très transportable. Ouais. Très transportable, oui, exactement. Et très rapide d'utilisation. Une fois que le profil de l'athlète est créé, en même pas 10 secondes, on a les données. C'est ce qu'on utilisait aussi à la Fédé de volleyball. Et ça, c'est très appréciable. Les athlètes apprécient énormément que ça soit très rapide. Et donc, je l'emmenais absolument partout, sur tous les regroupements équipe de France. Et je testais mes athlètes très régulièrement pour voir un petit peu où ils en étaient au niveau hydratation, au niveau alimentation, au niveau forme musculaire, etc. etc. Et puis j'ai eu, c'est 2016, un athlète que je ne trouvais pas en forme pendant 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et il n'arrivait pas à revenir. Et effectivement, c'est comme ça qu'on s'est rendu compte que, je peux le citer, Jordan Potin avait eu une mononucléose. L'année des Jeux, c'est pas de chance. Voilà. Et donc, on a réussi à voir que, comme il ne revenait pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, il a fait des examens, il a vu cette mononucléose. Et avec cet outil encore, on a pu suivre sa progression, son retour à l'état de forme physiologique. Et ça a été vraiment un outil que j'ai beaucoup utilisé, que j'adore utiliser encore maintenant. Oui, c'est intéressant. Alors, l'impédance-métrie, c'est un outil pour les gens qui nous écoutent. On a un podcast qui a été tourné une série de podcasts d'ailleurs sur le sujet, parce que ça fait partie de ces outils de terrain qui, les versions validées, ce dont on parle là, ce sont des outils pro. Donc avec des tarifs pro, on parle évidemment pas des balances d'entrée de gamme Tanita, Decathlon, etc. qui donnent des mesures fantaisistes, des informations un peu comme ça à la volée. Il y a des protocoles de prise de mesure qui permettent de limiter les biais liés à la prise de mesure de terrain. Nous, à FitStation, on travaille avec Acunic, qui est un fabricant qui a le mérite d'être validé scientifiquement. Puis surtout un peu à mi-chemin entre les Tanita validés à 14-15 000 euros et des outils très entrée de gamme, donc qui permet quand même d'avoir de la mesure instantanée, très rapide. On ne va pas dire pas cher, ça reste des outils pro, mais abordables pour même un coach ou un nutritionniste indépendant. Et c'est vrai que par rapport à la pince, c'est beaucoup plus riche d'informations, parce que ça va mesurer les fluides en fait très concrètement. Donc beaucoup plus précis. Sur l'hydratation du sportif, sur les différentes masses, y compris les masses grasses intra-abdominales, qui sont difficilement extrapolées avec la pince. Donc tout ça c'est des outils, c'est vrai, qui viennent enrichir, rationaliser, on va dire, les observations ou les interprétations qu'on pourrait avoir au cours d'une simple discussion. J'ai une mononucléose, je suis fatigué. Voilà, la discussion, c'est ça, je suis fatigué. L'observation, c'est qu'on perd en performance, c'est qu'on a du mal à soutenir les charges d'entraînement, etc. Et là, d'un seul coup, on a un outil de terrain. Voilà. C'est un outil aussi qui, je parle toujours du Z-Matrix, puisque je l'ai vraiment beaucoup utilisé, qui permet également de voir, comme je disais, un retour à l'état de forme, corps entier, mais également segment par segment. C'est-à-dire un athlète qui va s'être blessé au biceps, par exemple, on peut suivre le retour à l'état de forme du bras. Et ça, c'est vraiment très intéressant aussi pour tout ce qui est rééducation et prévention tertiaire pour éviter une rechute. C'est-à-dire que si on suit l'état de rémission du segment lésé et qu'on voit qu'il y a un moment où la rééducation ne se passe pas bien, alors peut-être potentiellement il y a un risque de surblessure qui est en train d'arriver. Ça, c'est un outil particulièrement intéressant. C'est un outil très transversal, absolument, qui transcende les simples données qui vont nous renseigner pour la nutrition. Oui, il y a pas, voilà, ce n'est pas un outil que de nutrition. Non, pas du tout. Et ça, c'est vraiment très important de le dire. Quand c'est bien maîtrisé et que c'est bien analysé, ça va au-delà de la simple nutrition. Donc j'imagine que tu utilises encore beaucoup la vidéo. Ah oui. Ah oui, c'est même l'élément premier. Moi, je suis, surtout en plus, moi, je suis mécanicienne, biomécanicienne. Je ne suis pas mécanicienne, je ne travaille pas sur les bagnoles. Bien que j'aime beaucoup à comparer le corps humain à une voiture, parce que
voilà, il y a beaucoup de similitudes. Enfin, la mécanique, c'est de la mécanique. Et donc, voilà, même moi en qui physiologie, suis... d'ailleurs, Et, hein, et même en physiologie, c'est exactement. un Tu moteur, as tout à fait c'est raison. un moteur hybride, le corps humain. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Mais comme je ne suis pas spécialiste de physiologie, je ne m'aventure Restons pas. sur les pistons. Exactement. Exactement. Et donc, j'utilise énormément, effectivement, la vidéo et puis tous les outils qui sont un petit peu plus à l'ordre du jour, les accéléromètres, les GPS, les LPS, avec toute la difficulté qu'on peut avoir, nous, en natation, évidemment, puisque la plupart des outils ne sont pas étanches, ou peu étanches, donc il faut trouver des solutions. Et puis que les signaux sous l'eau, quasiment aucun signal ne passe, à part du sonar. Donc, parfois indoor, en plus. Indoor, dans des structures en métal et en béton. La plupart du temps, les piscines sont... Donc les mesures, tu les prends plutôt en extérieur, alors? Donc on fait beaucoup de mesures, on fait pas de mesures, très peu de mesures instantanées, je vais plutôt dire ça. Donc on fait plutôt de l'enregistrement. On prend des accéléromètres qui ont une capacité d'enregistrer et de restituer a posteriori, ce qui nous oblige à avoir un petit délai de traitement. Et un travail de traitement. Un travail de traitement et également un délai dans la retransmission des informations auprès des entraîneurs et des athlètes. Ça ne les gêne pas plus que ça, ils ont l'habitude, ils connaissent, hein, ils savent les difficultés. Ouais, et puis ce qu'ils veulent, c'est de l'information utile. C'est ça. C'est pas grave de ne pas l'avoir tout de suite, pourvu qu'elle soit interprétée, analysée, qu'on leur fasse gagner du temps dans le traitement de la data. Exactement, ils préfèrent avoir une info précise et bien analysée ensemble, parce qu'on prend toujours le temps d'analyser ensemble, plutôt que d'avoir quelque chose qui est fait rapidement et qui serait un peu brouillon, on va dire, un peu imprécis. Donc ils préfèrent qu'on prenne le temps. Voilà, d'analyser, même si ça, effectivement, ça prend 2 ou 3 heures. Voilà. Alors on imagine fort bien qu'on est totalement au début en fait, de cette aventure technologique embarquée. En vérité, tout va exploser dans les 10 prochaines années. Probablement que ce podcast a une durée de vie très très courte en l'état. C'est bien probable. Voilà. Ça va tellement vite, la technologie. Aujourd'hui, quels outils tu utilises à l'heure où on enregistre ce... Alors, beaucoup d'accéléromètres qui nous permettent... Tu as des marques, par exemple, des catapultes, ils ne vont pas sous l'eau, les catapultes, par exemple? Il y en a qui vont sous l'eau. Il y en a qui vont, catapultes, ouais. J'avais fait justement, quand j'avais accueilli un chercheur australien il y a quelques années, on avait fait une étude assez phénoménale sur le water polo. Il faut savoir que le water polo est un sport très violent. On n'a pas l'impression comme ça, et Catapult avait accepté de nous prêter des boîtiers GPS pour faire ces analyses. Donc on a prié le seigneur du water polo de bien vouloir nous rendre ces boîtiers en état de marche, on a eu de la chance, il n'y en a eu aucun qui a été cassé. Mais ouais, j'utilise en water polo, on commence à utiliser donc ce genre de boîtier, des centrales inertielles, qu'on dit, avec toute la difficulté que représente l'utilisation en piscine. Ouais. Voilà. En sport, plutôt en natation et en natation en eau libre, j'utilise plutôt vraiment de l'accéléromètre. Donc là, ceux que j'utilise actuellement sont encore ceux qui ont été développés par la Fédération française de natation. Maintenant, il est possible d'en utiliser des plus récents, notamment les boîtiers qui sont commercialisés par Cometa, qui sont étanches. C'est les seuls qui sont étanches, à part celui de la Fédération, bien évidemment. Les boîtiers Cometa. Et donc, qui nous donnent ces informations très intéressantes d'avoir l'accélération triaxiale, donc vers l'avant, sur les côtés et verticale. Et là, encore une fois, on arrive du coup à rationaliser un petit peu des observations qu'on pourrait avoir. Exactement, et avoir des réponses à des questions qu'on a depuis bien longtemps. Donc, on a également aussi des magnétomètres et des gyroscopes. Et ça, c'est aussi intéressant en natation parce que quand on nage, on est tout le temps en rotation, en roulis.
Et donc avoir ces informations sur les rotations du bassin ou des épaules, c'est assez intéressant. Ouais. En termes de positionnement GPS, ça a un peu progressé sur des petits terrains. On va appeler ça un terrain en water polo, mais la piscine est quelque part un terrain. C'est un terrain. Petit terrain. Ouais, voilà. On sait que voilà, sur des terrains de foot ou de rugby, par exemple, on n'avait pas de problème de prise de mesure avec des devices comme Catapult, qui, contrairement à certaines autres marques que je ne citerai pas, n'ont pas essayé de nous vendre des licornes ou des éléphants légendaires. Est-ce qu'on est capable de tenir des promesses qui ont été faites il y a 4-5 ans par toujours ces mêmes sociétés de captation au centimètre ou à 15 cm près? On arrive à situer les gens dans le bassin comme ça ou... Oui, on y arrive avec donc, ces systèmes qui sont des GPS indoor, qui sont en fait non pas des GPS mais des LPS. Okay. Donc GPS c'est Global Positioning System et LPS c'est Local Positioning System. Donc le principe du LPS c'est de recréer un mini système GPS à l'intérieur de la salle de sport. Donc il y a des balises internes. Voilà, et c'est très utilisé en basket. Bon, volet, je ne sais pas, parce que, quoique pour les de hauteur, d'extension, tout ça, je pense que ça peut être également très intéressant, mais je ne sais pas si c'est déjà utilisé en volleyball. Mais par contre, en basketball, c'est très, très utilisé. Donc, on met des balises un peu partout à l'intérieur de la salle de sport, 6 à 8 balises, qui recréent un signal, un environnement GPS, voilà, une mini-terre. Effectivement. Et du coup, là, on peut être précis à quasiment 10 cm. Ok, ça commence à être vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que sur un système GPS classique, on est précis à 5 mètres. Donc sur un terrain de foot ou de rugby, bon, ça peut passer. C'est pas forcément l'idéal, mais ça peut passer. Par contre, effectivement, sur un terrain de basket ou sur un terrain de water polo qui mesure 25 mètres, si on a 5 mètres de différence, c'est énorme. Bien sûr. Alors que ce système donc, de LPS, oui, ça permet d'être très précis à 10 cm. Pour autant, autant c'est vraiment très utilisé en basket, ça je le sais. Par contre, en water polo, pour l'instant, c'est pas très démocratisé. Et s'il y a des nations qui le font déjà chez eux, en tout cas à l'international, ça n'est pas autorisé de toute façon. Voilà. Et s'il y a des nations qui le font chez eux, pour l'instant, elles ne le partagent pas. Intéressant. Système de caméra 3D, tu es un peu familière avec ça? Oui. La dernière génération de Kinect est sortie très récemment de Microsoft, qui commence à être extrêmement précise sur la prise de mesure. On la voit faire irruption dans le sport fitness depuis quelques mois seulement. C'est vraiment très très récent à l'heure où on enregistre cette vidéo. Je pense par exemple au eGym Hub, qui est équipé de la caméra et qui est capable de détecter des raideurs, peut-être pas aussi précisément que les outils de mesure qu'on va utiliser nous dans le haut niveau grâce à l'œil et l'expertise, mais qui très très vite peuvent déjà détecter des chemins d'alerte, en fait, des zones d'alerte, et tout de suite aider à prendre la décision au moins d'investiguer un petit peu plus. Toi, tu as été confronté un peu à ces outils-là pour l'analyse technique? Très peu parce que dans le milieu de la natation, encore une fois, on a cette problématique du milieu aquatique et d'avoir... Alors, on a une multiple problématique qui est déjà l'étanchéité, ça, parce que quand on a une caméra de très très haute qualité, comme effectivement pour le Kinect ou pour... On utilise beaucoup, nous, un système suédois, oui, je crois, qui s'appelle le Qualisys. C'est à l'heure actuelle le meilleur système pour la natation. Et c'est vrai que c'est très, très coûteux parce que les caméras qui doivent être immergées doivent être hyper protégées. Mais ça se fait, effectivement. Donc, on a cette première problématique qui est les caméras immergées. Et il y a une seconde problématique qui est, une fois que la caméra est immergée, l'image qu'elle capte par rapport à une image aérienne est légèrement déformée. Parce que la réfraction dans l'eau,
parce que l'eau fait un petit peu effet de loupe. Mmh. Et donc, il faut réussir à corriger la déformation liée à la prise de vue sous l'eau, de manière à ce que l'image qu'on ressorte soit exactement identique à la vue aérienne. À la vue aérienne, pour pouvoir superposer les images et ressortir une modélisation parfaite. Bon. Donc il y a une vraie problématique technologique. Donc je sais que Qualizys le fait vraiment très très bien. Très bien, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui n'est pas très développé. Il y a un bassin qui est équipé en Norvège et je crois qu'ils sont en train d'équiper, d'essayer d'équiper le bassin de l'INSEP. Okay. Alors pas avec le système Qualizys, mais le bassin de l'INSEP a déjà des caméras un petit peu partout et ils espèrent pouvoir développer un des système plateformes similaire. de force, ils ont aussi une plateforme de force en tout cas, je crois, sur un dépôt. Hein. Alors ouais, ils ont c'est même une ligne finalement qui est équipée avec une plateforme de force au virage et une plateforme de force sur le plot. Donc ça c'est vraiment très intéressant aussi. Ouais. Plateforme de force qui, bon, là on parle d'outils pour très très haut niveau, mais qui ont tendance à se démocratiser aussi, qui sont des outils qui justement en ergonomie sportive peuvent aussi venir vraiment aider à la prise de décision. Moi, tu sais que je travaille avec une marque qui s'appelle Kinvent et qui sort des plateformes de force sur lesquelles on travaille en validation avec l'haltérophilie notamment, qui sont ultra abordables. C'est-à-dire qu'on a des prix aux alentours de 2000, 3000 balles. On a déjà des plateformes qui nous donnent de la grosse info, qui permettent de faire des profils force-vitesse, qui permettent de mesurer vraiment les impulsions. Alors, celles-ci ne vont pas sous l'eau. C'est assez rare même. Mais c'est des choses qui, je pense, vont peu à peu dans les prochaines années aussi venir se démocratiser complètement. On imagine que tous les plots vont devenir connectés. Il le faut, c'est souhaitable. J'ai énormément travaillé sur le départ plongé. Pour reprendre l'exemple de la plateforme de force sur le plot, j'ai énormément travaillé sur le départ plongé avec les athlètes des équipes de France. Et surtout depuis qu'on a ces nouveaux plots avec une cale arrière là, qui permettent d'avoir un appui, un vrai appui pour faire un départ type starting block en athlée. Hein. Et pour s'approprier une technique nouvelle comme ça demande beaucoup de travail. Ils ont eu l'impression, tous autant qu'ils étaient, que c'était facile, c'était magique, parce qu'effectivement, quand on appuie sur le pied arrière, et là, on a l'impression de voler, on vole. On vole, et c'est une sensation qui est vraiment qui est grisante même, je pense. Mais sauf que est-ce qu'on vole dans la bonne direction? Toute la question est là. Bien sûr. Et donc comment optimiser son start pour avoir la bonne orientation, le bon angle d'envol. Et ensuite, comment l'entraîner physiquement? Et donc, par exemple, en force ou en vitesse. Typiquement, je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'athlètes qui finalement ne savent pas utiliser cette cale arrière et ils ont l'impression qu'en poussant super fort sur cette cale arrière, ils vont faire un super plongeon. Mais alors oui, ils poussent très très fort, mais la plupart ne poussent pas dans la bonne direction. Et on le voit, ces athlètes qui ont le pied au moment du départ, là, qui volent à 1 mètre au-dessus du corps, si le pied il monte, que fait le reste du corps? C'est ça. Est-ce qu'il va dans la bonne direction? Certainement pas. Et donc, l'optimisation de la performance est là aussi pour aider les athlètes à apprendre à gérer leurs nouveaux outils, parce que le monde du sport évolue technologiquement très très vite, et donc il y a sans cesse des petites nouveautés comme ça. Donc j'avais énormément travaillé là-dessus, et je pense, alors entre ce qu'on voit à la vidéo, les analyses qu'on peut faire en analysant de manière très simple avec une DLT, on a une vidéo, on fait une DLT, on arrive à voir la vitesse. Tu nous décodes DLT pour les gens qui nous écoutent? La DLT, c'est tout simplement la vitesse, c'est la distance sur le temps. Voilà. Tout simplement, c'est-à-dire qu'on a une vidéo qui va être enregistrée à une fréquence, par exemple, de 4 images par seconde. Donc, non, 4 images par seconde, pardon. Une image dure 4 centièmes de seconde. Je vais plutôt le prendre dans ce sens-là, 4 images secondes, ça ne fait rien. Mais en gros, on a une fréquence d'acquisition plutôt de 25 images secondes. Donc, une image dure 4 secondes. Le delta entre chaque image dure 4 secondes, 4 centièmes de seconde. Je vais y arriver. Hein. Ouais, ça va. 4 centièmes de seconde. On va le mettre dans l'ordre. Voilà, on va... Tout est là. Je vais y arriver. C'est tout dans ma tête, mais il faut que je rebranche correctement. Donc, chaque
image, chaque delta entre chaque image dure 4 centièmes de seconde. On a notre temps entre 2 images, on le sait. Si on suit par exemple l'avancée du bassin pendant le plongeon, on fait une petite trajectographie, on regarde toute la trajectoire du bassin, on a du coup la distance qui est parcourue. Donc si on dit après à notre ordinateur, entre ce point-là et ce point-là, donc il a avancé de 3 cm en 4 centièmes de seconde, il est capable, l'ordinateur, de nous calculer la vitesse. Et donc, c'est très simple, ça prend vraiment pas beaucoup de temps quand on maîtrise un petit peu l'outil, mais c'est très simple et ça donne des informations assez intéressantes, comme par exemple de voir que la plupart des athlètes, mais quand je dis la plupart, je pense que je suis à 99% des nageurs, poussent avec leur pied arrière sur la cale, puis poussent avec le pied avant. Donc on voit une augmentation de la vitesse lorsqu'il pousse avec le pied arrière, on voit une augmentation de la vitesse lorsqu'il pousse avec le pied avant, mais entre les deux, on voit une chute de la vitesse. Et clairement, ça veut dire qu'ils créent de la vitesse, ils la perdent et ils la recréent. C'est un peu dommage, quand même. C'est un peu dommage. Et c'est tout simplement une question de positionnement sur le plot qui fait qu'il n'arrive pas à un moment à transférer le poids du corps, donc le centre de masse, le centre de gravité, entre la jambe arrière et la jambe avant. Le transfert entre les deux n'arrive pas à se faire correctement. Et du coup, il n'arrive pas à enchaîner les deux actions. Un athlète, quand il part sur son starting block, il pousse presque avec les deux jambes simultanément. Il me semble que peut-être la jambe arrière pousse un petit peu avant, mais il y a un moment où les actions et les propulsions se superposent. Et ça, le nageur n'arrive pas à le faire sur son plot pour l'instant. La mesure au service de la technique. Voilà. Hyper intéressant. Voilà. Et donc, j'avais énormément travaillé sur cette problématique, notamment avec les nageurs de Marseille. Donc, on a quelqu'un comme Florent Manoudou, l'extraterrestre, il monte sur un plot, c'est la première fois qu'il le voit. Tout dans l'ordre. Et tout dans l'ordre, et voilà. Et puis il y en a pour lesquels ça a été plus compliqué. Fabien Gillot, on a énormément travaillé sur cette problématique parce qu'il avait vraiment ce creux, cette déperdition. Et donc j'accélère, je freine, j'accélère. Non. Effectivement, sur un start, on se dit c'est bon, ça dure 1 seconde un start. Mais sauf que sur un 50 mètres, un start, c'est 15% de la course quasiment. Bien sûr. Start coulé, j'entends. Et donc, on a énormément travaillé. On s'est rendu compte que simplement, il suffisait d'avancer un petit peu, de changer sa cale arrière de 2 cm. 2 cm, c'est pas grand-chose, c'est rien. Et on a réussi à avoir une courbe linéaire. Et là, c'était même plus de la technique, c'était purement de la mécanique. Et là, voilà, exactement. Et c'est là l'ergonomie et l'optimisation de la performance, c'est là. Donc moi, je l'ai fait beaucoup à la vidéo. Mais si on réussit à équiper des plots avec des plateformes de force, on augmente nos chances d'être alertés sur des pistes de travail. Immédiatement. Le nageur qui va faire son start, si tout est bien câblé, bien branché, il fait son start, il sort de l'eau, il voit tout de suite sa courbe. Parfait. Il remonte sur le plot, il change un truc. On ajuste. On ajuste, on bidouille, on titille, on cherche. Et on prend la bonne décision. Voilà. C'est ça ton métier, aider à prendre la bonne décision. En tout cas, on compte sur toi aussi pour nous garder à jour de toutes les technologies et de leurs évolutions et de ce que ça implique en termes de formation et de développement professionnel. Merci vraiment d'être venu partager avec nous. C'est sans langue de bois, précis, avec des exemples et tout, on adore. Florence Garnier, que vous pouvez suivre, donc, soit directement Florence Garnier, soit SP2. Elle est surtout active sur LinkedIn. Alors je dis SP2 parce que c'est comme ça que vous allez le taper, mais il faut bien prononcer SP carré. Parce que voilà, sport, performance, santé, prévention, ça travaille en synergie et en exponentialité surtout. Pour te remercier d'être venu nous voir, eh bien voilà, je t'offre. Alors moi, j'ai pas écrit sur la natation, donc du coup, j'ai volé le livre à Olivier Bollier, à Yvan Rousti. Voilà, la prépa physique natation. Merci beaucoup. Je l'avais pas en plus celui-là, voilà, donc ça tombe bien. Ça occupera tes prochains confinements. Vraiment, merci d'être venu avec nous. Vous savez que cet épisode fait partie d'une trilogie que vous pourrez découvrir directement et en avant-première sur le e-campus de transfert.
Vous nous regardez peut-être en version augmentée sur mon site. Si ce n'est pas le cas, allez-y. Vous aurez probablement plein de versions enrichies des différents podcasts. Celui-ci notamment. Vous nous écoutez sur Spotify, sur Deezer, sur iTunes ou sur Google Podcast. Et vous nous avez peut-être regardé sur YouTube. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Florence, tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Salut à tous. Salut. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.